Les avions à réaction étaient beaucoup plus chers à l'achat, mais ils permettaient de transporter un plus grand nombre de passagers bien plus rapidement. Et la différence essentielle, c'était l'amélioration de l'autonomie. Un avion en vol rapporte de l'argent. Un avion au sol coûte de l'argent. Plus il y a de passagers et plus le prix des billets diminue. Cette évolution est couronnée avec le Boeing 747 surnommé Jumbo. Il permet de satisfaire une demande croissante pour les destinations lointaines à des prix abordables. C'est le début du tourisme de masse. Au départ, le Jumbo était un transport de troupes destiné à l'US Air Force. Boeing avait perdu l'appel d'offres, mais avait décidé de construire quand même ce modèle. Ce fut un immense succès. Quand le Boeing 747 est apparu, on est resté bouche bée. Sa taille était telle qu'on pouvait se tenir debout dans les couloirs de service. Et dans les réacteurs aussi. Ils avaient la taille d'un homme. Le premier modèle du 747 avait 400 places, le double du Boeing 707. Et pour les compagnies aériennes, sa fiabilité était fabuleuse. En moyenne, un Boeing 747 vole aujourd'hui 19 heures sur 24. Grâce au Boeing 747, le transport aérien est enfin à la portée de Monsieur Tout-le-Monde. Le Boeing 747 a représenté un bond technologique incroyable. Rien à voir avec les avions qui apparaissent aujourd'hui sur le marché. Techniquement, le Jumbo était entièrement nouveau. Plus gros, plus puissant, avec des réacteurs plus fiables. Il a permis la démocratisation des voyages intercontinentaux. En 20 ans à peine, Annette Steiner est passée du Super Constellation au Boeing 747. Elle a vu le transport aérien subir un bouleversement complet. Les films, tournés par l'hôtesse au cours de ses voyages, en témoignent. Les touristes affluent toujours plus nombreux à New York. Et cette destination de rêve perd peu à peu de son attrait pour les équipages qui la trouvent maintenant presque ennuyeuse. Toutes les semaines, un vol pour New York. Ça devenait de moins en moins drôle. Alors on s'arrangeait pour faire une escapade à Porto Rico ou ailleurs, pour passer au moins 2 jours à la plage avant de revenir. Grâce au Jumbo, les hôtesses de l'air redécouvrent le monde. Les destinations ne se limitent plus à quelques capitales économiques ou politiques. Les avions s'envolent maintenant pour des paradis exotiques, les équipages disposent de beaucoup de temps libre sur place et jouent à nouveau un rôle de précurseur. Sur les longs courriers, on avait 2 vols maximum par semaine, ou même un seul pour l'Amérique du Sud ou l'Extrême-Orient, par le pôle Nord, Tokyo par exemple. On était obligé de passer une semaine en Alaska ou à Tokyo. C'était très désagréable. Vous voyez ce que je veux dire. Le transport aérien rapporte de plus en plus, les performances deviennent la règle, la magie d'autrefois s'est estompée. Les vieux modèles à hélice continuent de voler, mais face aux avions à réaction, la partie est perdue depuis longtemps. À l'époque, on avait des appareils qui tenaient 10h30 en vol. Un vrai record. Le Super Constellation ou même nos Super Starliner ne faisaient plus le poids. La réputation du Super Constellation est ternie. Son coût d'exploitation grève les résultats financiers, il est trop lent et trop instable en vol. Un mythe de l'aviation commerciale chancelle, et sa fiabilité tant vantée est brutalement remise en question. Le 11 janvier 1959, un seigneur de l'Atlantique s'écrase à l'atterrissage sur Rio de Janeiro. Il y a 36 morts et seulement 3 survivants.
C'est la première grande catastrophe aérienne d'après-guerre pour la Lufthansa. Avant l'ère du jet, l'aviation commerciale n'était pas aussi sûre qu'aujourd'hui. C'était dû à la fois à la résistance des moteurs et à une foule de facteurs qui étaient dépendants des techniques de l'époque. Au début des années 60, on retire discrètement les uns après les autres les superconstellations de l'exploitation. Au mieux, on les transforme en avions cargo. On lui offre malgré tout une dernière chance sur certaines lignes intérieures proposées à bas prix. Avant la mise à l'écart définitive du Constellation, on l'a utilisé dans une forme nouvelle de transport aérien, l'Airbus. Pas l'Airbus qu'on connaît aujourd'hui, non. La Lufthansa avait trouvé ce nom pour un service proposé au départ de Hambourg. On achetait le billet dans l'avion sans réservation et on s'envolait pour Francfort ou Düsseldorf. Mais la conception du seigneur de l'Atlantique en faisait un long courrier, et il se révèle désastreux pour ses sauts de puces. C'est le coup de grâce pour les derniers appareils. Les mécaniciens au sol sont incapables de réparer les fissures qui se multiplient sur les ailes et les réservoirs. Un décollage et un atterrissage toutes les heures, à chaque fois c'était un choc sur la carlingue de l'avion. Surtout les atterrissages. Le Super Constellation n'était pas construit pour ça. Le Constellation est bon pour le musée ou pour la ferraille. J'étais un peu triste de voir tous ces superconstellations mises au rencard, alignées par dizaines sur des aérodromes spéciaux. Je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Ils auraient tous disparu depuis longtemps si quelques passionnés, comme le mécanicien Carlos Gomez, n'avaient écumé ces casses peu ordinaires, consacrant leur vie à la recherche de pièces pour reconstituer au moins un superconstellation. J'ai grandi dans l'admiration pour tous ces vieux avions. Je passais ma vie à ça. Je les adore depuis que je suis môme. Carlos et quelques compères décident au milieu des années 80 de remettre un superconstellation en état de vol. Pendant un an, ils vissent, soudent et ils travaillent comme des fous. Mais ils se heurtent à un problème d'envergure. Trouver les pièces détachées qui manquent. C'est parfois vraiment étonnant. On voit des gens sortir de leur garage avec des vieilles pièces détachées. Il faut les examiner et contrôler les numéros pour être sûr que c'est celles qu'on cherche. Il y a des gens qui ont des outils de l'époque, des manuels de maintenance. Aux États-Unis, il y a quelques endroits où on s'intéresse encore aux avions à hélice. Carlos travaille avec des fans du Superconstellation venus de Suisse et des États-Unis. Parmi eux, Ernst Frey, un pilote d'avion en réaction prêt à se mettre aux commandes de l'aïeul. Ils sont soutenus financièrement par un fabricant de montres suisses. Les gens nous traitaient de cinglés. Avec le temps, c'est devenu presque un honneur. Au début, on nous disait « vous êtes fous ». Mais il n'y a que de cette manière qu'on arrive à réaliser des projets soi-disant chimériques. À la fin, on était d'autant plus satisfait que le nombre de ceux qui avaient cru à notre projet était limité. On a changé des pneus, remis la radio et les circuits de communication en état. On a effectué en catastrophe quelques réparations sur les moteurs parce que la date du décollage était déjà fixée. Le vol vers l'Europe représente le défi ultime pour l'avion et son équipage, regroupés autour de Carlos. Pendant le vol, tout repose sur l'aptitude du mécanicien à surveiller les moteurs. Moi, je ne fais que piloter.
L'aventure commence le 22 avril 2004. Il faut d'abord traverser les États-Unis jusqu'à Terre-Neuve et de là survoler l'Atlantique. Est-ce que le vétéran va y arriver? Sur un vol aussi risqué, les autorités ont interdit les passagers autres que les membres de l'association. Le temps est calme, la visibilité idéale. Heureusement, car l'altitude de vol maximum est limitée à 3000 mètres, l'avion étant désormais privé de cabine pressurisée. Après quelques heures de vol, premier problème, une pompe carburant est en panne. Le moteur numéro 4 risque de s'arrêter. Sans hésiter, en plein vol, Carlos le débranche de la pompe défectueuse et le raccorde à la pompe du moteur numéro 3. Au début, on se disait, c'est pas gagné, parce que l'avion avait très peu volé. Mais quand on est arrivé sur la côte Est, en venant de Californie, après ce vol réussi, là, on était plutôt optimiste. Et on pensait qu'on n'aurait pas de problème grave. Grave erreur. L'incident redouté se produit à l'approche de Stephenville sur Terre-Neuve, l'aéroport où ils doivent refaire le plein. Le Super Constellation ne peut pas atterrir. Le train avant sort normalement, mais ne se verrouille pas. Les pilotes doivent remettre les gaz. Ils multiplient les tentatives sans succès. La panique gagne l'équipage. On était en contact permanent avec la tour de contrôle. On a tout essayé, jusqu'à ce qu'on décide de tenter un atterrissage sur le ventre. Mais en dernière instance, le pilote prend une décision risquée qu'on ne trouve dans aucun manuel. Il va essayer de se poser le plus sèchement possible sur le train arrière pour que le choc oblige la roulette avant à se verrouiller. Grâce à cette décision courageuse, l'atterrissage est réussi. Carlos et le reste de l'équipage cherchent aussitôt l'origine de la panne. Ils ne tardent pas à trouver le coupable, un joint d'étanchéité sur le vérin hydraulique du train avant. Ça a été l'aventure de ma vie, mais en même temps une tension incroyable. On a tous transpiré à grosses gouttes. On n'était pas sûr de réussir. La nuit sur Terre-Neuve sera courte et agitée. Chacun souhaite qu'un problème pareil ne se reproduise pas le lendemain. « 5 heures du matin. Leur vol transatlantique commence là où certains pionniers de l'aviation ont payé leur échec de leur vie. Tout se passe à merveille pour Carlos et son équipe, si l'on accepte quelques anicroches. Le 8 mai 2004, le seul Super Constellation au monde en état de vol arrive dans sa nouvelle patrie, la Suisse. Il a effectué depuis des centaines de vols et a tenu la vedette dans une multitude de meetings aériens à travers toute l'Europe. En y réfléchissant, on peut dire que ça a été un petit miracle que ça ait marché. Mais ensuite, on a constaté que cet avion a vraiment été construit pour les vols intercontinentaux, pas pour les liaisons courtes. Plus on le pilotait et plus on l'avait en main. Les vols gagnaient à chaque fois en stabilité. Quand j'y pense, je m'étonne moi-même de notre courage. Et avouons-le, du culot qu'on a eu de faire ça.
Si le Super Constellation n'a pas permis la démocratisation du voyage aérien, il a été une première étape cruciale. Les gens étaient depuis toujours attirés par les destinations lointaines, mais la réalisation de ces rêves devait encore attendre quelques années. Tout va de plus en plus vite. C'est vraiment devenu un moyen de transport rapide. On se bouscule à l'embarquement, on se bouscule pour descendre de l'avion, on est sans arrêt bousculé. Plus de machines, moins de contact humain, le transport aérien n'échappe pas aux contraintes économiques. Les hôtesses de l'air attentionnées appartiennent au passé. C'est le revers de la démocratisation qui a permis de prendre l'avion aussi facilement que le train et pour à peine plus cher.